Bonjour à tous et merci d'être encore là après cette longue journée de présentation. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis Head of Data chez Libon et aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler de notre migration vers DBT, donc ça va faire pas mal écho à ce que Jérémy a pu présenter juste avant. Je vais avoir une approche un peu chronologique. Je vais essayer de vous faire partager un peu le cheminement qu'on a eu, les différentes questions qu'on s'est posées dans l'ordre où on se les est posées, les réponses qu'on a essayé d'apporter au fil de l'eau, les surprises aussi qu'on a pu avoir en opérant cette migration, et essayer de vous amener un petit peu sur ce flux de pensée qu'on a pu avoir au fil de la migration. Mais avant, je vais donner un petit peu de contexte parce que Libon, c'est pas forcément très connu. Libon, c'est une application mobile qui permet aux diasporas, principalement africaines, de rester en contact avec leur famille, rester au pays. Donc c'est principalement des gens qui vivent en Europe, mais qui ont des proches en Afrique, et qui vont utiliser notre application à travers 4 différents produits pour à la fois faire des appels à l'international, donc appeler leurs proches grâce à notre application, mais aussi recharger les lignes téléphoniques de leurs proches, payer des factures d'électricité à distance ou tout simplement transférer de l'argent. On a à peu près 400 000 utilisateurs actifs payants par mois, on est même à 430 000. La boîte, c'est à peu près 60 collaborateurs avec 17 nationalités différentes, ce qui est plutôt sympa, répartis entre Paris, Bordeaux et quelques pays en Europe. Et donc la data chez Libon, c'est des données transactionnelles issues de l'usage de ces utilisateurs, donc des données d'achat où ils vont acheter nos différents produits, des données d'usage où ils se connectent à l'app, où ils vont appeler, consommer leurs minutes, etc. On va aussi avoir des données d'interaction, tout simplement, où ils vont cliquer sur des boutons dans l'application et on va collecter ce genre de données. On va avoir des données marketing, des données de support, de leurs contacts, de leurs conversations avec notre équipe support, etc. Et donc, toutes ces données-là, ça fait une volumétrie à peu près de l'ordre d'une dizaine de millions de lignes par jour, que l'on va donc avoir à charge dans l'équipe data d'ingérer, de transformer, de mettre à disposition. C'est pour vous donner une ordre de grandeur à peu près de la volumétrie qu'on collecte et qu'on transforme. Et l'équipe data chez Libon, c'est 5 personnes. Donc il y a une équipe de 3 analystes, vous pouvez les reconnaître, ils sont pas très loin. On a aussi un analytic engineer, alors avec un petit point d'interrogation parce qu'au moment des slides, la personne n'avait pas encore signé chez nous, mais ça y est, c'est fait, c'est quelqu'un qui va nous rejoindre très bientôt. Et puis il y a moi qui chapeaute un peu l'équipe et puis qui va là où il y a besoin. Donc ce qui fait qu'on a une équipe relativement modeste en taille. Et que donc la migration dont on va vous parler, c'était surtout la personne qui était à la place de l'analytique, du futur analytic engineer, donc qui était un data engineer, et moi. Et donc ça faisait à peu près 1 personne et demie pour opérer cette migration. Donc une contrainte de ressources assez importante pour opérer une migration sur des datasets assez importants. Donc dans le titre, on parle de 2 ans, d'un retour d'expérience sur 2 ans de migration. Et 2 ans, c'est à peu près le moment où je suis arrivé chez Libon. Et en fait, c'est vraiment ma première mission chez Libon, ça a été de choisir de migrer vers DBT. Et la motivation initiale, ça rejoint un petit peu pareil ce qui a été évoqué dans la présentation précédente, mais c'était une question de fiabilité des données. C'est-à-dire qu'on avait un petit problème sur des données non fiables qui remontaient de temps en temps et qui allaient poser problème au métier quand ils devaient prendre des décisions. Et ce qui avait intéressé les gens chez Libon sur DBT, c'était justement les tests. Et les tests intégrés, on va dire, à l'outil, et la facilité avec laquelle l'outil permettait de mettre en place les tests. Donc c'était un peu le bébé qu'on m'avait refilé en arrivant chez Libon en me disant bon voilà, on veut mettre en place DBT parce qu'il y a des tests et parce que ça nous intéresse pour la fiabilité des données. Donc ma première mission, comme je vous disais, ça a été d'évaluer l'intérêt de faire cette migration vers DBT pour améliorer la fiabilité des données. Et
au risque de vous décevoir, c'est pas vraiment ça qui m'a motivé en fait à opérer cette migration. Non pas que les tests ne soient pas intéressants et non pas que les tests dans DBT ne soient pas intéressants, mais c'est pas forcément le premier gain finalement que j'ai vu dans DBT. En fait, ce dont je me suis rendu compte sur les premières semaines chez Libon, c'est que ce qui allait se passer à intervalles réguliers, c'est qu'on allait avoir quelqu'un du métier, souvent du COMEX, qui allait le matin, en checkant tableau au petit déjeuner, se rendre compte que la donnée n'était pas présente et aller poster une petite interrogation bienveillante mais un peu inquiète dans Slack pour demander où était la donnée. Et que donc l'équipe data allait investiguer, essayer de comprendre d'où venait le problème et essayer de le fixer. Exactement comme ce qui a été dit plus tôt, c'est un processus qui pouvait prendre un petit peu de temps. On parle d'une demi-journée, éventuellement 1 ou 2 jours, mais ça peut être long pour un membre du COMEX d'attendre l'arrivée de cette donnée. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, cette investigation, alors certes, elle aurait pu bénéficier de tests automatisés, etc., qui nous auraient permis d'identifier le problème plus tôt. Mais finalement, ce qui se passait, c'est qu'on mettait beaucoup de temps à comprendre le code existant et à identifier le problème. Et que la plupart du temps, le problème venait d'une partie du code, la partie du code la moins intéressante, qui était tout le code de DDL, ou DML même, vraiment cette partie du code qui ne contient aucune logique métier et qui est vraiment là pour reproduire quelque chose qui est très similaire entre toutes les statements merge que vous pouvez faire et qui malgré tout va être la source de la plupart des erreurs. Donc c'était une partie du code qui était longue, difficile à comprendre, difficile à débugger, et qui pourtant était la plupart de la source de nos erreurs. Et donc ma première motivation finalement à adopter DBT, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est vraiment l'aspect simplification du code que nous apporte DBT. Donc là à gauche, vous avez un exemple de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et encore, là, on est dans un cas qui est pas trop mal. Donc, à gauche, vous avez ce à quoi ça pouvait représenter avant. Et puis, à droite, vous avez la version DBT qui fait exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, on est vraiment sur quelque chose de complètement ISO, mais qui va le faire avec beaucoup moins de lignes de code, en supprimant toute une partie finalement de... Alors c'est pas tellement que ça le supprime, hein, c'est juste que DBT va se charger de générer cette partie du code de façon automatique au moment de la compilation pour que vous n'ayez plus à le faire. Et donc vous supprimez cette partie du code, qui est une partie du code qui, soyons honnêtes, n'est pas du tout intéressante à écrire, qui est très longue à review, qui est c'est pas impossible à maintenir, mais qui est très longue aussi et très pénible à maintenir. Et ça, vous le déléguez complètement à DBT. Donc vous supprimez cette partie en rouge et le petit prix à payer, c'est vous rajoutez un peu de code en violet là au-dessus, qui est la configuration de votre modèle DBT, qui vous permet de déclarer à DBT, d'expliquer à DBT ce que vous voulez faire avec votre nœud DBT. Et ça, c'est vraiment la motivation principale finalement qui m'a décidé à adopter DBT. Et cette simplification-là justifie quasiment à elle seule l'adoption de l'outil. On partait d'un existant où ces statements merge là qu'on peut voir à gauche étaient disséminés dans des fichiers Python parfois avec donc du code SQL caché dans des fichiers Python qui était très long, qui était très et source d'erreurs assez importantes. Donc première motivation, c'est cette simplification du code et cette factorisation finalement de la logique d'ingestion dans un outil, en l'occurrence DBT. Le deuxième point qui était à régler, enfin, Jérémy en a parlé aussi, on part d'un existant où on avait du code qui était opéré par Airflow. Stack assez classique. Donc on avait du code Airflow qui allait exécuter ces statements SQL selon une certaine logique de graphe
et ce qui nous permettait de transformer la donnée. L'objectif, c'était de réussir à opérer cette migration DBT en conservant, en tout cas il y avait l'idée de conserver Airflow, ou en tout cas d'évaluer très sérieusement la possibilité d'intégrer correctement DBT à Airflow. Et la première question qui se posait, c'était soit de partir sur DBT Cloud avec son système d'orchestration propre, soit de partir sur une intégration de DBT Core dans Airflow, mais en trouvant une solution adaptée. La première option a été écartée assez rapidement pour la bonne et simple raison que DBT Cloud, enfin DBT en l'occurrence, son métier c'est le transform. Et il ne va gérer que des tâches de transform. Il ne va pas gérer le load, il ne va pas gérer l'extract. Et ça me posait problème, puisque comme je vous l'ai expliqué, la motivation initiale, c'était d'être capable d'amener la donnée au bon moment aux différents métiers chez Libon. Et pour ça, il y avait deux choses dont on avait besoin. C'était d'être capable de déclencher nos pipelines au plus tôt, c'est-à-dire que dès que la donnée était disponible, être capable d'aller déclencher le reste du transform pour amener la donnée au bon endroit, et de déclencher le load également, donc le fait de pousser la donnée vers nos outils de BI dès que la donnée était prête. Et ça, c'est pas quelque chose qui, en tout cas il y a 2 ans, me semblait facile à faire avec DBT Cloud. Et donc l'idée, c'était vraiment de rester sur Airflow pour avoir cette intégration entre des tâches amont et aval de la transformation. Je vais vous expliquer un peu comment on a pu le faire. Maintenant, une fois qu'on avait écarté DBT Cloud, l'idée c'était du coup d'intégrer DBT Core avec Airflow. Et là, il y a 2 écueils, je trouve, qui sont importants à éviter. Le premier, c'est de se dire qu'on va faire une tâche Airflow un peu tapis de bombe qui va déclencher l'intégralité du DAG DBT en une seule tâche. Là, vous avez quelque chose qui n'a pas une granularité très fine, vous l'aurez compris, et qui est très difficile à utiliser. Le principal problème étant que si vous avez une tâche qui échoue dans votre graphe, vous allez être obligé de tout relancer, ce qui n'a pas trop de sens à partir du moment où vous avez un graphe qui commence à être assez conséquent. En sachant qu'au moment où on a commencé notre migration, on était aux alentours de 200 modèles, ce qui n'est pas forcément énorme, mais ce qui commence déjà à être une bonne taille. Aujourd'hui, on est plutôt à 400, 500. Ce qui doit être le cas de la plupart des entreprises qui utilisent DBT. Donc la tâche tapis de bombe ne semblait pas être une bonne option, je pense que vous l'aurez compris. Et le deuxième écueil, c'est de se retrouver pour retrouver une granularité très fine, et là d'être capable d'avoir des tâches Airflow qui mappent en one-one avec les tâches DBT. Donc là, vous aurez la granularité la plus fine, où vous pouvez redémarrer une tâche d'ingestion de façon très précise. Mais l'écueil là-dedans, ça aurait été de devoir refaire le travail que vous avez fait déjà dans DBT, dans Airflow. Donc DBT vous permet de définir le graphe de dépendance entre vos différents nœuds, ce qui est très, très utile. Si vous vous retrouvez à devoir reproduire ce graphe de dépendance dans Airflow, bah, vous faites un peu le travail 2 fois. Donc d'un côté, vous avez le fait d'avoir aucune granularité et de devoir relancer toute votre pipeline de gestion à chaque fois qu'il y a une petite erreur dans tout le graphe. Et de l'autre, vous vous retrouvez à faire 2 fois le travail en fait, de définition de votre graphe, une fois dans DBT et une fois dans Airflow. Donc un des critères pour se lancer dans la migration, c'était de trouver une solution pour éviter ces 2 écueils-là. Et donc la solution qu'on a adoptée, c'est une solution maison qui nous permet de faire ça assez simplement. Donc là à gauche, vous avez une vision un peu floue, mais d'un sous-graphe de notre projet DBT. Donc c'est qu'une partie de notre graphe DBT, donc qui comporte, ça doit être une vingtaine de modèles, pas loin. Et l'idée, la cible, c'était de pouvoir, avec le minimum d'effort, le minimum de code,
dans Airflow, être capable d'aller interpréter ce graphe-là et de le recréer en fait dans Airflow. Donc là, pour comprendre, il faut connaître un petit peu les deux outils. Mais vous avez le graphe qui est dans DBT à gauche, que vous avez défini dans votre projet Airflow. Et là, vous avez du code dans votre projet DBT. Là, vous avez le code dans Airflow, donc 3 petites lignes qui vous permettent d'aller interpréter le graphe DBT et le recréer en fait dans Airflow. Et donc là, vous avez à ma gauche, donc à votre droite, le graphe Airflow qui mappe parfaitement avec le graphe DBT. Ça, c'est ce que ça va permettre, c'est si j'ai une erreur sur un nœud bien spécifique de mon graphe Airflow, je vais pouvoir relancer uniquement cette tâche et pas aller relancer tout le flow correspondant. Ça, c'est quelque chose de très pratique qui va nous permettre d'être beaucoup plus économe en fait quand on a une erreur et qu'on doit relancer notre ingestion, on va relancer uniquement ce dont on a besoin. La deuxième chose que ça va nous permettre, c'est d'aller relier ça à des tâches amont et des tâches aval. Donc les tâches amont, ça va être d'aller mettre des sensors dans Airflow, par exemple, pour détecter le moment où un fichier va être déposé dans un bucket et on va pouvoir commencer la transformation. Donc commencer à charger ce fichier dans nos tables BigQuery et puis ensuite relancer la transformation. Donc ça, on va le faire tout simplement avec un dictionnaire dont vous n'avez pas la définition ici, mais qui est trigger task et qui nous permet de dire, OK, tu vas pouvoir... en fait, on vient créer une dépendance entre cette tâche trigger et une partie de notre graphe DBT, ce qui nous permet de le déclencher au bon moment. Et on va pouvoir aussi définir des tâches aval, donc par exemple de chargement des données dans Tableau, et qui nous permet d'avoir un DAG complet de l'extract jusqu'au load avec un minimum d'effort. C'est très peu de lignes de code dans Airflow qui nous permettent d'atteindre ce résultat-là. Donc ça, c'était un des premiers défis. Le challenge numéro 1, c'était vraiment l'intégration avec Airflow. Et aujourd'hui, on a une solution qui nous convient bien, qui fonctionne bien. Alors j'ai vu il y a 2 semaines qu'il y avait un paquet open source qui le faisait, à peu près, mais avec beaucoup plus enfin une API beaucoup plus verbose, mais qui peut être intéressante que si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. C'est plutôt pas mal. Là, ça fait exactement la même chose, mais avec beaucoup plus de code. Le deuxième challenge dans la migration, c'est tout ce qui va être analyse d'équivalence, puisque l'objectif, quand même, dans un premier temps, c'était d'avoir quelque chose d'iso-fonctionnel. C'est-à-dire, c'était pas de modifier les données qu'on était en train d'ingérer, de transformer, mais vraiment d'être capable de migrer notre legacy vers un nouveau système DBT. Et là, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre pas mal de temps et qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que c'est assez essentiel pour aller migrer de façon confiante sa stack d'un legacy vers DBT. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, au tout départ, on est parti sur quelque chose d'assez naïf, une approche assez naïve sur les analyses d'équivalence, où on allait faire des accepts distincts entre 2 tables pour tout simplement voir si on obtenait les mêmes résultats d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qui peut... Alors, quand vous avez de la chance et que effectivement les 2 tables sont parfaitement identiques, ça va très vite et vous pouvez passer à autre chose. Mais à partir du moment où vous allez avoir des différences, ça va devenir compliqué. Vous allez devoir le refaire un certain nombre de fois. Et donc, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est si vous voulez faire ce type d'analyse, ces analyses d'équivalence, de vous équiper, en fait, de développer des petits outils qui prennent pas forcément trop de temps à développer, mais qui permettent d'aller automatiser ce processus d'analyse, de comparaison entre les 2 tables, et qui vous permettent de réitérer beaucoup plus rapidement ces analyses d'équivalence pour converger vers des solutions plus intéressantes. Il reste 5 minutes. Très bien. Donc j'ai fait beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé. Le troisième challenge, c'est la gestion des coûts. C'est-à-dire que là où on a été un petit peu surpris dans notre processus de migration, c'est que assez rapidement, donc là vous avez les coûts BigQuery sur les 2 dernières années. On s'attendait plutôt à une baisse de nos coûts grâce à la migration DBT, ça n'a pas du tout été le cas. Et finalement, vous vous retrouvez avec des coûts qui augmentent pour différentes raisons. La première raison, c'est que avec ces analyses d'équivalence, vous faites des double runs.
Donc vous maintenez un système legacy tout en ayant un système DBT qui va tourner en parallèle, ce qui a pour le résultat assez évident de doubler vos coûts le temps de ces double runs. Ensuite, vous allez avoir aussi un autre phénomène qui est que DBT abaissant le coût de développement de nouvelles tables, de développement de nouvelles features, c'est qu'une fois que vous avez fini votre migration, vous allez avoir tendance à vous retrouver avec une inflation de votre nombre de tables. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide à développer. Et donc, vous allez aller beaucoup plus vite et vous pouvez très facilement vous retrouver avec beaucoup plus de tables à gérer. Alors, c'est pas moi, hein, j'ai dit 5 minutes. Ouais, ça rigole pas. Donc, au niveau des coûts, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, mais on s'est retrouvé avec donc une certaine inflation de nos coûts liée à cette approche en double run, mais aussi au fait qu'on allait couvrir un périmètre beaucoup plus large. Heureusement, DBT nous a permis aussi Ah oui, c'est aussi bête que ça, oui. Ouais, et l'alimentation. DBT nous a permis de mettre en place assez rapidement un système de monitoring de nos coûts, qui nous a permis d'identifier les flows finalement qui allaient générer le plus de coûts pour aller les optimiser. Et ça, c'est une approche que je conseille dans le sens où quand vous gérez une équipe data, la plupart de vos coûts, ils sont plutôt sur les coûts humains, c'est-à-dire le salaire de votre équipe et votre salaire. Là où les coûts d'infrastructure dans BigQuery ne représentent qu'une toute petite fraction finalement des coûts de l'équipe. Donc vous pouvez pas mettre toute votre équipe pendant un mois sur l'optimisation des moindres détails de votre pipeline de gestion. Sinon vous vous retrouvez à finalement mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à amortir cet investissement. Donc il faut vraiment être capable de vous focaliser sur vos plus gros centres de coûts et ça DBT permet de le faire assez facilement pour être capable de voir quels sont les dashboards de monitoring de coûts qu'on a pu mettre en place, qui nous ont permis vraiment de nous focaliser sur les sources les plus importantes de coûts. Alors ensuite, je revenais un petit peu sur les tests, mais je pense qu'on en a pas mal parlé sur la présentation précédente. L'approche qu'on a eue sur les tests, qu'on a toujours d'ailleurs, c'est d'avoir des tests non bloquants, donc qui vont juste nous alerter sur des problèmes, et d'avoir des tests assez parcimonieux. C'est-à-dire qu'au tout début, on a voulu tout tester en permanence. On en est revenu très rapidement parce que ça fait exploser les coûts et que c'est un peu long à mettre en place, c'est pas très utile. Et donc on va vraiment mettre des tests sur des problèmes qui sont survenus parce qu'on sait qu'il faut qu'on vérifie à un moment donné la qualité de la donnée à tel endroit et on va avoir un petit système d'alertine qui tous les jours vient récolter un peu tous les problèmes qu'il a identifiés et qui nous les fait remonter dans Slack. Et c'est assez suffisant finalement comme approche. Ensuite, sur cette migration DBT, donc ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Maintenant, on a tout migré sur DBT et on en est très content. Il y a tout un tas de possibilités dans l'écosystème DBT qu'on n'a même pas commencé à explorer ou à exploiter, mais qui sont quand même assez intéressantes. Je crois que t'en parlais juste avant, mais il y a vraiment l'idée de rentrer dans un écosystème de features quand on migre vers DBT qui ouvre quand même pas mal de possibilités. Tout ça dans un outil intégré. Je vous ai mis quelques exemples de choses qu'on envisage de faire à un moment donné. Et en conclusion, donc cette migration, comme je vous le disais, on en est vraiment content et on en tire beaucoup les bénéfices au quotidien. Le premier bénéfice, c'est vraiment moins de code et un code plus maintenable et qui va être beaucoup plus facile à faire avancer, avec tout un tas de biais positifs d'organisation du code qui amène finalement des pratiques de software engineering dans vos équipes data. Et ça, c'est un bénéfice qu'on soulignera jamais assez. Avec des défis quand même sur l'intégration avec votre orchestrateur, donc là c'est Airflow, mais ça peut être d'autres orchestrateurs. Le challenge un petit peu des analyses d'équivalence au moment de la migration. La gestion des coûts qui, malgré tout, n'est pas si évidente que ça. Enfin, DBT ne va pas vous
vous permettre de diviser vos coûts par deux comme par magie. Et ensuite, tout un tas de choses intéressantes dans cet écosystème de features, mais avec quelques bémols, notamment sur l'expérience de développeur, qui pourrait être perfectible, notamment sur la doc, mais je suis pas sûr que j'aurai le temps de développer aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Allez, on a une question éventuellement, et puis on va garder la parole tant que le live n'est pas parti de l'autre côté. Donc s'il y a une question sur cette présentation, ou à nouveau, c'était très bien, parce que c'était le prolongement de la présentation de tout à l'heure. Une question, je me tourne, je regarde. Ah, là. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question sur la partie justement établissement des tests, où en fait tu recommandes plutôt d'abord de laisser entre guillemets les problèmes apparaître pour ensuite écrire les tests qui permettent de les détecter, plutôt que d'essayer d'avoir un coverage vraiment exhaustif de ça. Et du coup, est-ce que ça va un peu à l'encontre j'ai pas envie de vous dire de vous battre, mais est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de l'approche test-driven development? Oui, complètement. Après, chaque équipe a ses contraintes, et comme je le présentais au démarrage, on a une équipe relativement réduite, et dans le contexte de cette équipe, je pense que ça aurait pas de sens d'aller vers du TDD, ça nous prendrait vraiment trop de temps, trop de ressources pour un bénéfice qui aujourd'hui ne serait pas là. C'est très intéressant d'aller explorer du TDD dans un projet DBT, mais avec des équipes qui ont peut-être un petit peu plus de gras pour aller développer. Oui, en fait, ça répondait déjà au questionnement du COMEX, avec plus de souplesse. Et voilà. Ouais, et puis nous, ça nous permet de régler 90% des problèmes qu'on avait jusque-là. Alors certes, on envisage d'aller explorer un petit peu des tests d'intégration pour amener encore plus de fiabilité, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous. Super, merci. Autre question? Oui. Oui, forcément, le spécialiste. Juste pour capter ce que c'était la stack avant, c'était genre du coup des scripts SQL qui étaient orchestrés par du Python? Ouais. Ok. Oui, c'était du SQL dans des fichiers Python, parfois le SQL dans un fichier à part, mais de toute façon lu par du Python. Donc c'était vraiment du Airflow qui orchestrait du SQL classique. Ok, merci. D'autres questions? Vous pouvez... Eh bien, merci à vous. Voilà, merci, on peut l'applaudir.